Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Il y a une semaine, Emmanuel Macron était réélu président de la République. Dans les semaines qui viennent, le paysage pour les 5 prochaines années va se mettre en place. Les élections législatives, à commencer par ça, c'est dans 42 jours et elles seront cruciales. Notre invité aujourd'hui est François Bayrou, président du MoDem, l'un des piliers de la majorité sortante et haut commissaire au plan en attendant le prochain gouvernement. Bonjour François Bayrou. Et maire de Pau. Et maire de Pau, absolument. On est aujourd'hui le 1er mai, fête du travail. Les syndicats organisent des rassemblements partout en France, avec en ligne de mire, bien sûr, la retraite à 65 ans. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit-il tenir bon, coûte que coûte, sur cette réforme de retraite à 65 ans ? Est-ce qu'il existe une autre possibilité que de faire une réforme ? On dit faire une réforme. En réalité, retrouver l'équilibre des régimes de retraite. Que les Français soient assurés sur le long terme, pour toute la durée des décennies qui viennent, que ceux qui sont retraités toucheront des pensions à la hauteur de ce qu'on leur a promis, et que ceux qui travaillent ne seront pas surchargés de cotisations, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne leur prélèvera pas leur salaire. Parce que, comme vous savez, c'est les prélèvements sur les salaires des actifs qui fait le financement de la retraite des pensionnés. Donc Emmanuel Macron doit tenir. Mais tout le monde doit tenir. Il n'existe pas une retraite pour les uns, une retraite pour les autres. Tout le monde voit bien que ce système-là est un système, pour l'instant, déséquilibré. On a besoin de revenir à l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est très simple, le gouvernement socialiste d'il y a 6 ans avait mis en place une réforme, la réforme Touraine, qui est une réforme qui portait allongement de 1 trimestre tous les 3 ans de la durée de cotisation et qui portait cette durée de cotisation, autrement dit l'âge de départ à la retraite, à 64 ou 65 ans. Et c'est donc la même chose sur un rythme un peu différent. Vous dites que c'est la même chose que la réforme de François Hollande, en fait. C'est la même nécessité qui s'est imposée à tous les gouvernements successifs, Fillon autrefois, et puis Hollande, et puis maintenant. Et sauf pour une Emmanuel raison Macron. précise. Pour une raison extrêmement précise. On dit on va faire 43 années, c'est ça la réforme Touraine, de durée de cotisation. Or, vous savez très bien à quel âge les Français arrivent au travail, en moyenne. Ils arrivent au travail 24, 25 ans. 23 ans et en région parisienne, 24 ans, ouais. pour simplifier. 23 ans plus 43 ans, ça fait combien ? Ça fait 66 ans. J'étais en train de calculer. Donc, je pensais aussi à ma prochaine question. Parce que pendant la campagne, Emmanuel Macron n'avait pas exclu la possibilité de passer par un référendum sur la question des retraites. Ce serait une bonne idée ? J'y suis favorable depuis, je crois l'avoir proposé à l'élection présidentielle de 2007. Donc vous dites qu'un référendum, ce serait une bonne chose ? Je vais vous dire en quelques phrases le raisonnement. Qu'est-ce qui fait que cette réforme des retraites est totalement explosive ? Je crois que Michel Rocard avait dit c'est une réforme qui fera sauter plusieurs gouvernements. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de blocage du pays chaque fois qu'on aborde cette question. Et si ce blocage est une réelle menace, peut-être on trouvera une autre manière de faire, je le souhaite. Mais si ce blocage est une menace réelle, alors il y a un moyen très simple pour lever le blocage, c'est de dire ce sont les Français qui choisiront. Donc le référendum. Et donc j'ai toujours défendu cette idée du référendum. Je ne dis pas que c'est une idée majoritaire, elle ne l'est pas. Mais alors qu'il est, vous trouvez qu'elle est toujours pertinente ? Vous voyez bien ce dont il s'agit. Si, comme on l'a dit en commençant cette émission, c'est une réforme non pas pour un gouvernement, mais pour les Français. Parce que c'est les Français qui sont à la retraite. Et qui payent. Et c'est pour eux que la réforme est faite. Et qui payent, et c'est pour eux que la réforme est faite. Eh bien, il est légitime, si on est en situation de blocage, de leur remettre le choix. Et moi, je ne doute pas que ce choix ira dans le sens de l'équilibre. Retour maintenant une semaine en arrière. Vous étiez au pied de la Tour Eiffel dimanche soir dernier pour écouter le premier discours d'Emmanuel Macron réélu, avec le regard déjà tourné vers demain. Une victoire à 58%, mais pas vraiment un air de fête. Le mot d'ordre était sobriété. L'histoire retiendra de ce soir-là qu'il est le premier président réélu hors cohabitation, mais que 42% des votants ont choisi l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je crois qu'il y avait en lui
bien sûr de la satisfaction et en même temps de la gravité, le sens de ces millions de Français qui l'ont soutenu et de ces millions de Français qui ne l'ont pas soutenu. Recoudre, apaiser, aller au contact. Dès le lendemain, le président semble comme en campagne. Et félicitations parce que vous avez eu un quinquennat très difficile. Vous ne pouvez pas ne pas la prendre en compte, cette jeunesse. Pourquoi vous pensez que je suis là? Voilà. Oui, mais il ne faut pas que ça soit juste pour les images. Mais moi, je un suis pas... engagement concret Moi, je derrière. suis plus en élection. Avec Emmanuel Macron aime surprendre. Convoqué jeudi, les ministres pensaient déjà leur dernière séance arriver. Mais le président prend son temps pour choisir son prochain Premier ministre. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà. Alors une femme, un homme, un écolo, va-t-il consulter ses proches pour trouver l'oiseau rare? Le président Macron avait dit « Je veux un Premier ministre modèle Henri IV ». J'ai lu cette déclaration aussi. Le fait que je sois béarnais comme Henri IV et que j'ai écrit sur lui plusieurs livres, ça ne fait qu'ajouter un sourire ou un clin d'œil. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est un président libre? Il déteste se laisser enfermer, même par ses amis. Libre, comme les Français d'ailleurs, d'interpeller désormais un président qu'ils connaissent bien. Comme tout le monde, on a envie de vivre. Les petits chèques, c'est bien, mais on a envie de vrais salaires. Il y a une grande différence aujourd'hui entre les bas salaires et ceux qui sont en haut. Quand vous aurez traité ce problème-là, je pense que vous pourrez vous balader en France beaucoup plus facilement. François Bayrou, vous entendez les Français qui demandent des augmentations de salaire. Va-t-il falloir à un moment que les employeurs fassent un effort sur les salaires? Alors, il y a plusieurs négociations qui sont en cours et même plusieurs qui ont réussi, qui ont abouti. Tout le monde voit bien la question. On est devant une vague d'inflation mondiale, provoquée en grande partie par la guerre en Ukraine et en partie par la crise des matières premières qui lui est profondément liée. Mais est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Il faut augmenter les salaires en liaison avec les entreprises. Et c'est le seul moyen pour que ça réussisse. Je vous rappelle, si vous voulez revenir un peu en arrière, en 68, il y a eu une augmentation massive des salaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt dévaluation, inflation, dévaluation successive, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle de la monnaie de singe, de la fausse monnaie. Ce qu'il faut, c'est un pays suffisamment productif. Vous avez entendu le président de la République, il dit social, écologique, c'est normal, productivité, travaille sur la question de la production. Que la France redevienne, parce qu'hélas, il y a des décennies qu'on a perdu tout ça, un pays qui produit. Si on produit, on pourra augmenter les salaires. Oui. Sinon, je crois que c'est de la fausse monnaie. Il faut produire plus pour augmenter les salaires, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il faut que tout le pays se mette en production. C'est d'ailleurs à peu près la même chose pour les retraites, si vous y réfléchissez. Si nous allons vers le plein emploi, il n'y a plus de question de retraite. Si nous allons vers le plein emploi, il n'y a plus de question de finances publiques, ou en tout cas, elles sont extrêmement réduites. Tout se tient dans un pays. Tout se tient, son activité, son allant et son moral. Et la question est au moins autant morale que de l'activité. Alors, vous avez entendu, vous l'avez souligné d'ailleurs, Emmanuel Macron veut accélérer la planification écologique avec un futur Premier ministre qui aura ça dans sa feuille de route. Quand j'entends planification, je rappelle que vous êtes haut-commissaire au plan. Ça pourrait être vous, finalement, ce Premier ministre? Vous voyez... non, mais ça pourrait être vous, ce Premier ministre. On va s'arrêter à la première phrase que vous avez dite d'abord. Oui, mais la deuxième, elle m'intéresse aussi beaucoup. Oui. Revenons à cette question. Il y a 3 ans, ou 2 ans, planification, ça faisait rire tout le monde, y compris votre métier. Hein, je parle pas. Ça faisait même peur à personnellement. Certains disaient c'est soviétique. Ça faisait anachronique. Ça faisait même peur. Hein. Et donc je me suis battu parce que avec quelques autres pour dire mais vous vous trompez. On ne peut pas gouverner à court terme. Donc quand le président de la République parle de planification, c'est une victoire personnelle de votre part. Oui, je n'interprète pas ça sous cet angle. C'est comme ça que j'interprète, d'après ce que vous dites. J'interprète pas ça sous cet angle. Pour moi, retrouver la conscience que le travail politique doit se projeter à 10, 20 ou 30 ans, et pas à 10, 20 ou 30 jours, et parfois à 10, 20 ou 30 heures, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, c'est absolument central, alors, à la fois pour l'écologie. Si je prends les questions écologiques, la question de l'énergie. Vous êtes écologiste vous-même? Je ne sais pas si je peux dire ça.
si on cherchait dans ma généalogie, on verrait que je suis né que mes premiers pas politiques ont été dans ces milieux-là, avec des gens comme José Bové, par exemple. Je parle de plusieurs décennies en arrière, quand nous avions 20 ans. C'est de là que je viens. Mais pour moi, l'écologie, j'enfonce une porte ouverte, c'est une dimension désormais de l'action politique de chacun. Mais la question, ce qui se pose, c'est, selon vous, pour mener à bien ce chantier qui sera donné au futur ou à la future Première ministre, quel doit être le profil de ce Premier ministre? Technique ou politique? Politique. Alors, il y a des techniciens qui peuvent être politiques, mais je ne sais pas si vous mesurez la situation du pays. Je ne sais pas si les commentaires, le milieu des commentaires et des commentateurs, quand ils parlent de qui va être à Matignon, on a l'impression que c'est une course de petits chevaux. Mais quand vous dites politique, qu'est-ce que vous voulez dire? Je reviens à la question. Il n'est pas possible d'assumer la tâche que la Constitution fixe, c'est-à-dire fixer la politique du gouvernement et diriger la politique du gouvernement. Il n'est pas possible de le faire si on n'appréhende pas dans son ensemble les difficultés de la société. Et ça, c'est éminemment politique. Et ça, c'est la politique. C'est-à-dire, on ne prend pas l'action publique dossier par dossier, avec la vérité dans le dossier et des chiffres dont on croit qu'ils résument tout. On ne peut pas prendre la responsabilité de cette action si on ne mesure pas en même temps ce qu'est la crise morale que le pays traverse. Alors, à ce propos, ce qu'est le sentiment de frustration d'une grande partie du pays, on parlait des bas salaires par exemple, mais pas seulement, d'une grande partie du pays qui ne s'estime pas reconnue. Il n'est pas normal ni acceptable pour un démocrate comme je suis et comme beaucoup d'entre nous sommes, que les extrêmes fassent dans notre pays près de 50%. On va y revenir. Mais vous avez vu passer comme moi le nom de Véronique Bédag, ex-directrice de cabinet de Manuel Valls, numéro 2 du groupe immobilier Nexity, qui a été approchée, reçue à l'Élysée pour être éventuellement Première ministre. Est-ce que ce genre de profil ne correspond pas du tout, donc? Je ne connais pas cette dame. Non, mais vous dites que ça doit être politique. Non, mais je parle pas d'elle forcément, je parle du profil. Comprenez-moi, essayons de ne pas simplifier. La compétence technique, les chiffres, les statistiques, tout ça compte, et c'est pour moi un sport que j'aime beaucoup. Mais ça ne suffit pas. J'aime beaucoup les chiffres. Mais ça n'est pas ça la question. La question, c'est le pays dans ses profondeurs. Si on ne comprend pas qu'on est devant une espèce de tremblement de terre qui dure depuis plusieurs décennies, et ce tremblement de terre fait que ceux qui forment la base de la société, ceux qui sont au travail, ceux qui sont à la retraite, ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont en formation, se sentent coupés du sommet du pays. Et ça, la politique doit rétablir ça. Ou du prétendu sommet. Et la politique doit rétablir ça. Parce qu'on dit que c'est un sommet, mon œil, si j'ose dire. Et la politique doit rétablir ça. Mais le travail de la politique, c'est de souder un pays. Le but de la politique, c'est l'unité d'un pays. Les technocrates, peut-être, d'ailleurs, y a-t-il des gens qu'on appelle technocrates qui ne le sont pas. On disait que le président de la République était de cette catégorie. Il ne l'est pas, je vous garantis. Il a une approche politique du sujet. On a besoin d'avoir un Premier ministre politique. La capacité de souder un pays. Vous comprenez, de ressouder un pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que la future Assemblée nationale va être. Eh bien justement, croyez-moi... on va en parler. 12 et 19 juin, les élections législatives, l'heure des grandes manœuvres a commencé. Personne ne veut laisser sa place, à gauche comme dans la majorité. Un troisième tour pour le troisième homme de la présidentielle. En vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Jean-Luc Mélenchon, déjà Premier ministre, les affiches sont prêtes. Mais l'union de la gauche reste un chantier. Les communistes rentrent au bercail, les écologistes veulent y croire, la maison socialiste tremble. Et nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, communistes, écologistes. Aujourd'hui, j'estime que l'accord est en vue. Nous pouvons être d'accord sur l'essentiel et même bien au-delà. Il n'y a aucun sacrifice. Chacun est respecté pleinement
dans son identité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous dis que c'était une rencontre très positive. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. S'il est signé. S'il l'est, le Parti socialiste aura décidé de disparaître. Avec 13 millions de voix, Marine Le Pen continue à imprimer sa marque et ignore la main tendue d'Éric Zemmour pour une alliance dès le premier tour. Équation plus difficile chez les Républicains. Comment sauver les meubles, les sièges, le parti? Ça fait 5 ans que je m'oppose à Emmanuel Macron. Et au bout de 5 ans, je lui ai dit embrassons-nous Folleville parce que je pouvais perdre l'initiative. Moi, je veux que les partis de gouvernement travaillent ensemble. Il faut dire que la majorité présidentielle a de l'appétit. Droite, gauche sont les bienvenus. Le centre est déjà là, mais au siège du MoDem, le patron veille jalousement sur les circonscriptions. Vous mettrez des modems dans beaucoup de circonscriptions? On mettra des modems partout où on considérera qu'ils sont les meilleurs. Vous êtes 57 modems et apparentés aujourd'hui? C'est bien déjà si ceux qui ont bien travaillé peuvent être élus. Et puis si on peut en avoir quelques-uns pour faire émerger une nouvelle génération, ce sera bien. 577 députés pour quelle majorité? Écrasante ou serrée pour le président? Ou pourquoi pas une cohabitation? François Bayrou, le MoDem, mais il y a aussi La République En Marche évidemment, Agir, et puis le dernier arrivé d'Édouard Philippe qui s'appelle Horizon, qui ont vocation à être la majorité de demain. On va s'arrêter 2 minutes sur ces enjeux-là. Souhaitez-vous, vous, pour les législatives, des candidats avec une seule et même bannière, par exemple majorité présidentielle, ou chacun sous son étiquette? Une seule étiquette. Qui s'appellerait? On verra, on trouvera. Mais une seule étiquette. Moi, je pense qu'il y a des sensibilités différentes dans la majorité. Mais je trouve nécessaire que l'unité soit affirmée. Et donc sur les affiches, il faut que ce soit clair. Pour qu'il n'y ait pas ces guerres de clans qu'on a connues beaucoup trop longtemps. Le Parti socialiste en a... Et l'UDF dans le passé. Tellement souffert. L'UDF, c'était un tout petit peu différent parce qu'on était plus en compétition avec le RPR. Donc, oui, mais il y en a eu aussi à l'intérieur. De cette époque, il y a eu des... Donc, unité, et pour moi, le deuxième mot-clé, c'est pluralisme. Chacun a sa sensibilité. Ce sont des sensibilités très proches. Mais est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Très proches, en vérité. Pour les proches d'Édouard Philippe, pour les gens du MoDem? Oui, en tout cas, je pense nécessaire qu'on ait un climat de travail en commun et de respect mutuel. Donc une seule bannière et un seul groupe à l'Assemblée. Ah non, oui, ceci est une autre question. Là, vous dites non. Si là, vous dites non. Non, j'observe depuis que je suis en politique que les groupes pléthoriques explosent toujours. Donc vous voulez que chacun garde après ses étiquettes? Je pense qu'il faut un nombre limité d'expressions à l'Assemblée nationale, mais qu'il faut cependant du pluralisme. Je vais vous dire en particulier pourquoi, parce que ça va paraître bizarre. L'Assemblée nationale a un règlement intérieur qui donne plus de poids aux groupes d'opposition qu'aux groupes majoritaires. Si vous avez un groupe majoritaire et mettons 6 groupes d'opposition, comme on nous l'annonce, eh bien la majorité aura un 7e ou un 8e seulement du temps de parole. Vous voyez ce que ça veut dire? Je comprends. Vous avez clair et net. Les questions du mercredi. Trop s'unir, parfois, c'est un désavantage, quoi. C'est pas seulement sur ce règlement, j'entends. Ça n'est pas la souplesse que le pays requiert. On a besoin d'unité, mais pas d'uniformité. Le pays est divers. Vous avez entendu le dimanche soir, il y a 8 jours, que vous citiez, le président de la République a dit « Je veux tenir compte de toutes les sensibilités du pays ». Eh bien, cette nécessaire reconnaissance de ce que la France est diverse, de ce qu'il y a des histoires diverses et des parcours divers, mais ils peuvent travailler ensemble. J'appartiens à une famille qu'on appelle démocrate chrétienne, des spiritualistes, on va dire, et européenne. Et puis, il y a des gens qui viennent de familles socio-démocrates. Ils peuvent travailler ensemble, ils ont fait l'Europe ensemble. Et donc, ces familles-là, moi, je souhaite qu'elles soient à la fois unies et reconnues. Voilà, unies aux élections, mais chacun reconnu pour ses spécificités à l'Assemblée nationale. Carte blanche à Sophie Dravinel, journaliste politique au Figaro. Bonjour Sophie. Bonjour Francis, bonjour François Bayrou. Vous suivez la gauche au Figaro, Absolument. Et de ce côté-là, vous êtes servi. Il y a du travail. Et alors justement, vous parliez tout à l'heure d'unité. Et pendant que ça s'organise, pendant que vous mettez en ordre de marche dans la majorité, il y a un accord à 4 qui est en train de se dessiner à gauche. Est-ce que c'est pour vous un danger? Ça n'est pas un danger, c'est quelque chose qui trahit l'histoire et l'inspiration du Parti socialiste en particulier. N'est-ce pas, cet accord à 4 dont vous parlez, qui n'est pas il encore se fait derrière le programme
de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit clairement que c'était derrière lui, derrière son programme et derrière son étiquette. Et ce programme, c'est quoi? C'est sortie de l'Union européenne, de fait. C'est le sortie de l'OTAN. Il l'a reporté, tout ça. Oui. Non, vous n'êtes pas défenseur de Jean-Luc Mélenchon. Je parle des choses. Je parle des faits. Je parle des faits. Je parle des choses comme dans les coulisses. Il a fait toute sa campagne en disant voilà, il faut sortir de l'OTAN, de l'organisation de défense qui est avec l'Ukraine. Il faut en sortir. Il faut trouver d'autres alliés. Il avait même évoqué des alliances avec des pays sud-américains. Et puis il dit il faut désobéir aux traités européens. Ça, c'est un projet. Mais si on me dit que c'est le projet que le Parti socialiste a porté depuis François Mitterrand... est-ce que c'est un danger, quand même? Non, ça n'est pas un danger. Vous n'y croyez pas. Alors, justement... C'est tellement incohérent que je n'imagine pas une seconde que les Français pourraient désavouer leur choix de l'élection présidentielle en se livrant à ce qui est deuxième question, M. Bayrou. un désordre. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie de troisième tour, de dire, eh bien, écoutez, vous n'avez pas pu faire de moi le chef de l'État, faites de moi le chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Et est-ce que, justement, elle est réaliste? Vous avez en partie répondu. C'est une blague. C'est une blague mobilisatrice. Pas plus. Mais c'est une blague. Vous n'allez pas me dire que les écologistes vont choisir la voie que je viens de décrire ou que les socialistes vont choisir la voie que je viens de décrire. Il se trouve que je connais beaucoup de responsables de gauche. Alors dites-moi, ils vous glissent dans l'oreille qu'ils ne sont pas d'accord? Pas dans l'oreille, face à face ou au téléphone. Qui vous dit? Qui ça? Non, Si, moi ça m'intéresse. Ça vous intéresse, mais moi, je ne trahis jamais les conversations. Donc c'est simple. Des responsables de parti? Des responsables politiques de parti. Vous avez entendu François Hollande? Oui, mais ça, c'est effectivement celui-là, oui. Alors Cazeneuve, Stéphane Le Foll, enfin Oui, mais ceux-là, on connaît leur opposition. Mais Olivier Faure au PS, comme Julien Bayou, ont une majorité a priori dans leur parti pour tenter de faire un accord. Non, mais si vous pensez que les grandes sensibilités politiques du pays se réduisent à une décision d'appareil les Français le complètement veulent isolé. Les Français le veulent dans les sondages. J'entends bien que vous défendez cette option. Mais je ne défends pas cette option. Il y a un sondage de Cluster 17 qui est sorti il y a 48 heures disant qu'à gauche, les Français étaient majoritairement favorables. Moi, je n'ai aucun avis sur la question, M. Permettez-moi de vous dire que ceci serait une telle injure à l'histoire, aux convictions, aux valeurs de au moins deux de ces courants politiques-là. Que ça ne vous semble pas réaliste? Mais ça n'est pas réaliste, c'est une offense une cohabitation, à la démocratie et aux Français. Une cohabitation, c'est hors de question. Non, mais une cohabitation, ça peut toujours arriver. Mais qu'on prétende faire une majorité cohérente à partir de courants politiques qui sont opposés sur tous les sujets, sans exception, ça, vraiment, c'est quelque chose qui me paraît une offense à la démocratie telle qu'on l'estime et telle qu'on la veut. On entend. Richard Ferrand, qui est donc le président de l'Assemblée nationale, a fait appel dans le Midi Libre, a lancé, disons, un appel aux hommes et aux femmes de gauche, je le cite, donc les sociodémocrates dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi des socialistes, des écologistes, à rejoindre la majorité. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Tout à l'heure, Francis Letellier parlait de Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'il pourrait y avoir des personnalités de ce type-là que vous verriez entrer avec faveur dans le gouvernement? En tout cas, Bernard Cazeneuve, que vous venez de citer, il ne peut pas accepter la stratégie qu'on évoquait à l'instant. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, être avec lui, travailler avec lui? Plus la majorité sera large, entre des courants qui se respectent et qui s'estiment. J'ai été opposé au Parti socialiste une grande partie de ma vie. J'ai mené des combats. Nous avons mené des combats les uns contre les autres, locaux mes concitoyens savent ce dont je parle, locaux et nationaux. Mais cependant, nous ne sommes pas étrangers les uns aux autres. Donc ils seraient les bienvenus aujourd'hui. Nous sommes tous, au fond, pour que on ait une économie de marché plus efficace et mieux partagée. Nous sommes tous d'accord pour que l'écologie soit le cadre de notre action. Et nous sommes tous d'accord pour que l'Europe soit considérée comme notre atout et pas comme notre difficulté. À partir de là, on peut construire. Donc bienvenue à eux. Et toute majorité doit avoir vocation à s'élargir.
Alors justement, à propos de ça, à droite aussi, la recomposition s'annonce. Et Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, se propose de faire le pont entre la droite et la Macronie. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Alors, je trouve que tous ceux qui veulent qu'on construise des ponts plutôt que des murs, mais celui-là précisément, vont dans la bonne direction. Alors, nous avons eu des oppositions, Nicolas Sarkozy et moi, quelques-unes. Et parfois violentes. Dans l'histoire. Mais cependant, quand on se voit, on se parle. Et c'est l'heure de la réconciliation ? Oui, mais là, alors, j'ai, comme vous le rappeliez gentiment, et avec le sourire, beaucoup écrit sur Henri IV. Oui. Et le livre que j'ai publié sur Henri IV, qui a été remarqué à cette époque-là, et encore maintenant, ce livre-là, il est dédié, il y a une dédicace. Et la dédicace dit ceci: ce livre est dédié aux amoureux de la réconciliation. C'est un livre qui a 30 ans. Et ça reste votre leitmotiv. Et ça reste une nécessité vitale. La France est un pays dont la vocation est d'être uni, l'unité d'un pays. Depuis l'Ancien Régime, pas seulement depuis aujourd'hui. Et cette unité-là, on a le devoir de la cultiver, autrement la France est malheureuse et elle explose. Elle explose trop aujourd'hui, on a besoin de la réunir et de la rassembler. Sophie. Merci Sophie. Merci, comme tous les 1er mai depuis 1988, les dirigeants du Rassemblement national, ex-Front National, sont allés déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Paris. C'est Jordan Bardella qui l'a fait ce matin. Le RN espère avoir au moins 15 élus pour faire un groupe à l'Assemblée nationale. C'est la dose aujourd'hui. Souhaitez-vous qu'il y ait un front républicain pour empêcher qu'il y ait 15 élus, ou au contraire, qu'il faut que le RN ait un groupe? Non, mais ils en auront plus. Si vous regardez les chiffres... Vous le regrettez ou c'est normal? C'est normal. Je suis partisan de la proportionnelle, justement, depuis toujours. Je me suis battu, et on va y arriver. Je suis absolument certain que les mois qui viennent vont faire constater à tout le monde, à toutes les forces du pays, qu'on a besoin de reconnaître les différences. Alors ça oui, mais il faut convaincre Emmanuel Macron qu'il ne l'a pas fait au premier quinquennat. Mais est-ce que vous s'est demandez... engagé à le faire. Pour le second quinquennat? Oui, il l'a dit publiquement et de manière précise. Cette fois, ce sera la bonne. Notamment à Pau. Je le crois. Mais ça n'est pas seulement la décision du président de la République. C'est l'exigence profonde qui vient de cet éclatement des forces qu'on a sous les yeux. Vous voyez bien tout ce qui s'est passé. Et vous croyez qu'on peut continuer à dire à tous les citoyens, désormais, mesdames et messieurs, il va falloir que vous obéissiez. Il y a une force politique, il y aura une force politique qui sera dominante et votre rôle à vous sera d'obéir. Mais c'est fini tout ça. Le passage en force, pour moi, c'est fini. Le moment est venu que, avant chaque grande décision, on réussisse à faire partager par le plus grand nombre possible de Français. Alors juste pour être très concret, vous ne souhaitez pas qu'il y ait un front républicain, circonscription par circonscription? Il y aura un front républicain et on ne sait pas comment il est fait. Ce qui est proche doit se rassembler. Mais le rapport de force, désormais, c'est que, je crois, les deux candidats qui ont été deuxième et troisième, les courants qui ont été deuxième et troisième à l'élection présidentielle, loin devant les autres, ces courants-là vont nécessairement être représentés à l'Assemblée nationale. Et fortement à vous. Et j'aimerais qu'ils le fussent de manière organique. Organique. Oui. Que ça soit normal. Qu'il y ait des groupes bien définis. Que ça soit la loi et que les voix de tous les Français soient égales. Vous votez pour un courant politique, vous serez représenté à la hauteur du nombre que vous êtes. Merci François Bayrou d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique, réalisée par Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, Sophie Le Saint pour l'actualité de la mi-journée.